Donc le but de l'atelier, c'était premièrement de pouvoir créer en arrière-plan un microservice qui permettrait de se connecter à une base de données. Donc la première étape, bien sûr, avant de parler même de front, de back-end, c'est de créer la base de données. Donc j'ai essayé de créer la base de données sur le PostgreSQL. Bon, c'est une simple base de données avec une seule table. Bon, c'est pas une base de données qui est assez développée, donc il y a juste bon, une seule table avec numéro, adresse, le nom et le téléphone. Bon, j'ai essayé d'insérer des informations de test. Et donc le but par la suite, c'est de pouvoir créer un microservice qui servirait d'intermédiaire entre notre application qui est écrite avec le Angular, une single page application, et entre la base de données. Donc l'étape qui devrait venir juste après, c'est de créer le microservice. Et donc avant de pouvoir créer le microservice, il faut se demander quelles sont les méthodes dont on a besoin. Donc si on se réfère à l'application, donc on aurait besoin de deux fonctionnalités, une qui permettrait d'ajouter et l'autre qui permettait d'afficher. Bon, je vais essayer de lancer une suite. Voilà, donc je l'ai appelé Annuaire Contact Spring Boot. Bon, je pense que vous le savez déjà, donc le Spring Boot, donc on peut l'utiliser pour, bon, dans deux contextes, soit un contexte standalone ou bien pour créer une application web. Donc là, on n'avait pas besoin de créer des pages web, donc on avait besoin juste de créer la partie fonctionnelle sous forme de microservices, donc on n'avait pas besoin de créer tout un ensemble de pages, donc on avait utilisé en mode standalone. Donc le point d'entrée de l'application avec Spring Boot, donc c'est une simple classe qui contient le main et qui est annoté avec le Spring Boot Application. Logiquement, puisqu'on avait une seule table dans la base de données, donc il s'agissait de travailler avec une seule entité persistante. Donc c'était l'entité contact, bon, avec les annotations qu'on connaît déjà. Bon, on avait l'occasion de travailler avec ces annotations depuis la 4e année lorsqu'on avait parlé de Hibernate comme étant un framework de mapping objet relationnel. Bon, à l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Donc, il y a des attributs qui sont privés, qui sont encapsulés. Donc, l'identifiant, c'est le numéro. Donc, on avait choisi comme quoi c'est Generated Value. Parce que normalement, lorsqu'on veut ajouter un contact dans la liste de contacts, on n'a pas besoin de spécifier son numéro. Donc, on peut spécifier juste le nom, l'adresse et le téléphone. Donc, c'est pourquoi on a ajouté un identifiant qu'on va générer, que va être généré de manière aléatoire. Il faut s'assurer de la présence du constructeur par défaut. Donc ça, ce sont des règles qu'il faut toujours vérifier, les getters et les setters. Et si on avait besoin, donc on pouvait même ajouter la méthode toString. Bon, on n'en avait pas besoin à ce niveau-là. Donc pour la propriété de l'application, donc c'est les propriétés pour établir la connexion à la base. Donc là, le serveur, donc il a les codes sur le 8080. DDL Auto Update, c'est pour le schéma de la base de données, donc à chaque fois il va essayer de le mettre à jour si jamais il y a des modifications. Le dialecte c'est celui de PostgreSQL, Show SQL True, bon, c'est juste pour afficher sur la console. Donc ça c'est l'URL de la base de données, donc la base de données qu'on vient de voir. Ça ce sont les informations pour l'authentification et ça c'est le driver. Ensuite, donc lorsqu'on avait créé l'entité persistante, donc il s'agissait de créer déjà la couche DAO. Donc l'avantage de l'utilisation de Spring Data, c'est que ça permet de ne pas créer les méthodes. Donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs approches à adopter. Bon, la manière la plus simple, bon, j'ai choisi la manière plus simple, comme ça on va gagner au niveau du temps. Donc la manière la plus simple, c'est de créer un dépositoire, un repository qui va étendre le CRUD repository. Donc là, on met le type de l'entité qu'on va gérer. Et là, c'est le type de l'identifiant. Donc pour l'identifiant, pourquoi on va choisir long et non pas int, sachant que dans la classe, on avait déclaré comme étant... bon, j'ai déclaré comme étant long. Mais même si vous mettez int à l'intérieur de la classe, donc il faut ici choisir comme quoi c'est long. Tout simplement parce qu'au niveau de la base de données, donc, les entiers sont codés sur une plage de mémoire qui est assez grande que celle des entiers qui sont codés sur les 4 octets. Donc c'est pourquoi généralement on met long. Et automatiquement, il va nous générer toutes les méthodes dont on a besoin, donc sans avoir à les réécrire. Par la suite, j'ai essayé d'ajouter la couche service, les services dont on a besoin. Donc là, on est en train d'implémenter un API REST. Donc j'ai les méthodes que j'ai implémentées, donc une méthode qui permet de récupérer toute la liste des contacts, une méthode qui permet de récupérer un contact à partir de son numéro, une qui permet d'ajouter. Bon, supprimer, on n'avait pas besoin de ça, bon, on pouvait le supprimer, donc on n'avait pas besoin de le faire.
Voilà, donc ce sont les méthodes dont on a besoin. Et pour chaque méthode, donc ça c'est l'URL qu'on va spécifier. Par exemple, pour récupérer la liste des contacts, donc on devrait être à l'écoute sur 4200. Voilà, donc bon, parmi les choses qu'il faudrait modifier au niveau du microservice avec Spring Boot, donc il faut ajouter il faut définir le cross origin. Bon, pourquoi on va définir cross origin? Cross origin, c'est comme si on va autoriser cette URL à utiliser ce microservice. Donc le microservice, par exemple ici, bon, quel était le port? Donc le port par défaut c'est 8080. Donc pour implémenter ou bien pour solliciter ce microservice, donc on devrait être à l'écoute sur voilà, pour récupérer la liste des contacts, donc il faudrait être à l'écoute sur localhost 80/contact avec bien sûr la méthode get parce qu'on est en train de récupérer. Mais si jamais on n'a pas mis ça, donc il y aurait des problèmes pour pouvoir récupérer les informations à partir de la base de données sous format JSON. Donc c'est pourquoi il faut ajouter toujours ce cross origin à l'intérieur duquel, donc on va dire que ça c'est l'origine de l'URL qu'on devrait autoriser à lire, pour lesquels qu'on devrait autoriser à lire les informations à partir de cette URL. Si on met contact slash un numéro, donc dans ce cas il va récupérer juste un seul objet de type contact dont l'identifiant c'est celui-là. Ajouter contact, alors tout simplement on va implémenter la méthode save parce que là on est en train de travailler avec le Spring Data. Donc la méthode save c'est une méthode prédéfinie, donc il va juste reprendre cet objet de type contact qu'on avait appelé peg. Request body, ça veut dire qu'on doit l'encapsuler à l'intérieur de la requête. Et donc consume application JSON, ça veut dire que ça permettrait de consommer un objet sous forme JSON, c'est-à-dire on va le représenter sous forme JSON et à travers la méthode post on va essayer de l'insérer. Bon, pour la suppression on n'avait pas besoin de ça, donc on pouvait le supprimer, donc on n'avait pas besoin d'implémenter la suppression. Voilà, c'était tout pour le microservice. Donc pour pouvoir utiliser le microservice, donc ou bien pour pouvoir lire les données qui sont sur la base à partir du microservice, bon, soit on va juste exécuter le projet, sinon on va faire un bon, déjà comment on l'appelle, voilà, on va faire un clean, un build. Donc le build, ça permettrait de créer un fichier .jar qu'on peut exécuter directement à partir de java-jar et le nom du fichier. Sinon on peut tout simplement exécuter depuis le NetBeans. Voilà, donc là on peut exécuter le projet. Bon, exécuter le projet, ça veut dire que le microservice, on va le démarrer et donc on pourrait consommer ou bien on pourrait solliciter la base de données à travers une application qui est écrite en front-end. Donc là, il est en train de le lancer. Voilà, donc il est en train de lancer le microservice. Donc il a démarré. Voilà, donc le Tomcat, il a démarré sur 8080. Et donc les URL qu'on va utiliser du côté d'Angular, donc ce sont tous des URL qui sont basés sur le lien 8080. Le rendu de l'application, bon, j'ai choisi de travailler avec un footer et un header. Bon, pourquoi je les ai ajoutés, je les ai ajoutés tout simplement pour vous dire que même si c'est une single page application qui change de composant ou bien qui permet de faire le routage d'un composant vers un autre, ou bien l'échange ou bien le passage d'un composant ou bien d'un Angular component vers un autre, il y a des choses ou bien il y a des parties qu'on peut garder et qui ne changent pas. Par exemple pour le header et le footer, donc on pourrait toujours les garder comme étant des composants qu'on va toujours retrouver, et le contenu, donc on peut le modifier. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ou bien afficher. Voilà, donc si on clique sur ajouter les contacts, bon, au départ il n'a pas affiché, donc une fois il a sollicité le microservice, donc là on peut retrouver tout ce qui était sur la base. Donc les informations sur la base, donc on vient de les charger au niveau de la table. Donc là on a pu récupérer les informations depuis la table. Et également on a besoin d'ajouter. Maintenant si on parle de l'arbre des composants, donc ça ce sont des composants qui sont liés aux composants root component. Alors que ça c'est comme un menu. À chaque fois qu'on va cliquer sur un élément, c'est cette partie-là qui devrait changer. Donc si on clique sur ajouter un composant, c'est comme si on va faire appel à ce composant qui contient un formulaire avec un bouton et qui permet d'envoyer vers la base de données. Donc il va solliciter la méthode post. Alors que pour afficher les contacts également, cette partie il devrait changer de composant. Donc là si on essaie de jeter un coup d'œil sur
ça. Est-ce que je l'ai mis? Bon, ça devrait être bureau. TypeScript test, annuaire contact ng. Donc dans src, dans app, donc là on va retrouver tous les composants. Voilà, donc il y a le composant principal, ou bien ce qu'on appelle le root component. Bon, voilà, donc ça c'est le root component, c'est le composant de base. Donc on va essayer de voir son contenu. Bon, bon, pour travailler avec Angular, donc on avait parlé de plusieurs outils qu'on peut utiliser. Bon, soit on peut travailler avec des solutions qui sont proposées par la société JetBrains, comme c'est le cas de WebStorm. Sinon, il y a même un plugin donc on peut ajouter sur Eclipse. Bon là, puisque j'ai lancé plusieurs, donc je voulais juste travailler avec un éditeur de texte. Mais le plus important, c'est qu'au niveau de App Components, par exemple le approach ou bien l'élément de base, les gens, ou bien bon, les composants qui ne changent pas, donc on peut les mettre directement. Donc app banner, ça veut dire qu'on va solliciter le composant, par exemple celui-là, banner. Comment il va savoir qu'en quoi on va solliciter le composant banner? Tout simplement, on a dit que chaque composant, il est associé à une balise. Donc si on cherche au niveau du fichier TS, donc sur sélecteur, pour appeler le composant banner, donc on a besoin d'utiliser la balise app banner. Et donc lorsqu'on va mettre app banner, automatiquement tout le contenu du composant, ou bien la partie view, ou bien le HTML du composant banner, donc on va le retrouver ici. De même pour le footer. Mais pour les éléments qui changent, donc là il faut plutôt travailler avec le router outlet. Donc router outlet, on a dit que c'est lui qui permet de solliciter le module de routage. Et à chaque fois, il va savoir si jamais on va cliquer par exemple sur accueil. Donc là, on n'a rien mis à l'intérieur, donc il va chercher la route par défaut, il va la charger ici. Si on va cliquer sur ce lien qui est mappé par ajouter contact, donc il va chercher le composant qui s'appelle ajouter contact, et il va l'insérer dans cette partie de router outlet. De même, si on clique sur liste contact, donc ça permet, bon, plutôt on clique sur le texte afficher les contacts, donc il va solliciter le composant qui s'appelle liste contact, et ce composant, il va le charger sur cette partie-là qui s'appelle router outlet. Et bien sûr, on peut utiliser un routage par des niveaux. Ça veut dire que même au niveau du composant liste contact, donc on peut utiliser un autre routage avec plusieurs composants qui sont à l'intérieur. Bien sûr, dans notre cas, on n'avait pas besoin de cette configuration parce que pour ajouter un contact, donc il y avait un seul composant avec un formulaire. Pour afficher les contacts, de même, c'est un seul composant avec un tableau. Mais imaginez que ce n'était pas juste un tableau, mais c'était un menu à côté duquel il y a un tableau, en bas de lui, il y a d'autres éléments. Donc là, il faudrait également prévoir d'autres composants qui sont composés par ce composant qu'on va charger ici. Et de cette manière, donc on peut avoir une certaine arborescence. C'est comme des dossiers. Un dossier peut contenir un sous-dossier, et même le sous-dossier, ça peut contenir d'autres sous-dossiers. Donc la même chose pour les composants. On a un app component, ou bien le root component, le composant racine, et en bas de lui, donc il y a d'autres composants, et même on peut travailler avec des composants de profondeur 2, et donc on peut ajouter autant de composants qu'on désire. Donc ça c'est pour la structure des composants. Donc on a parlé comme quoi les informations, bien les composants qui ne changent pas, donc on peut les mettre directement. Bon, div pour les insérer ici dans une division, même pour le footer. Maintenant on va essayer de voir comment, lorsqu'on va solliciter, on va cliquer sur le lien ajouter un contact. Bon, commençons par afficher un contact. Lorsqu'on va cliquer sur le texte afficher un contact, on va faire appel au composant qui s'appelle liste contact. Bon, c'est pas un composant qui s'appelle liste contact, mais on va appeler le lien qui s'appelle liste contact. Maintenant, comment il va savoir, comment il va faire le lien entre la correspondance entre ce lien et le composant? Donc, on a dit qu'il y a tout un module de routage. Donc là, il faut chercher dans le app module. Donc, ça parle de code mix. Donc là, premièrement, donc, il faut savoir quels sont les composants dont on a besoin. Donc tous les composants qui ont été déclarés, donc on devrait les retrouver ici. Donc il y a le composant pour le banner, ou bien pour le header. Il y a également le composant pour le footer. Donc c'est pour le haut de page et pour le bas de page qui ne change pas.
Il y a le app component qui est le composant par défaut. Bon, pas par défaut, mais plutôt le composant racine. Il y a également deux qui sont ajoutés contact components et il y a également affiché contact components. Donc là également, on va jeter un coup d'œil sur le routage. Comme ça, on va voir quelle est la liaison entre les différents éléments, les différents composants plutôt, avec les URL. Voilà, donc lorsqu'on va solliciter l'URL list contact, c'est comme si on va faire appel au composant qui s'appelle affiché contact component. Et bien sûr, ce affiché contact component, on l'a déjà importé à partir du fichier affiché contact.components.ts. Et donc là, il va solliciter le fichier TS de affiché contact components. Donc là, on va essayer de voir quel est son contenu. Affiché contact components. Voilà, à l'intérieur duquel donc on avait déjà travaillé avec ce code hier. Donc ce code, il a permis juste de créer une classe contact à l'intérieur de laquelle donc on a créé un tableau de contact avec un URL. Bon, cette URL, d'où on l'a récupéré, donc c'est à partir de Spring Boot. Donc pour récupérer la liste de contacts, donc l'URL qu'on avait mis, donc c'est /contact, mais on devrait la faire précéder par, puisque le Tomcat, le microservice, il est à l'écoute sur le 80-80. Et donc là, automatiquement, donc on a utilisé localhost 80-80 /contact. Et donc à l'intérieur de cette liste de contacts, on devrait charger. Donc là, il y a la méthode getContact qu'on a pu implémenter. Bon, c'était juste un nom qu'on avait choisi, donc on peut choisir n'importe quel nom. Donc là, this.client, donc c'est quoi client? Donc c'est le client HTTP qu'on a pu implémenter ici dans le constructeur. Donc on a dit que pour le TypeScript, on peut déclarer une variable et par la suite déclarer un constructeur avec la variable, comme on peut déclarer directement l'attribut à l'intérieur du constructeur. Donc là, on a déclaré un objet qui s'appelle client de type HTTP client et on a sollicité la méthode get. Bon, on n'avait pas utilisé le type, donc on a mis ini. Et par la suite, on avait mis une souscription. Et pour la souscription, donc on peut ne rien mettre. On peut ne rien mettre à l'intérieur de la méthode subscribe. Mais généralement, quand est-ce qu'on ne met rien dans le subscribe? C'est lorsque ce n'est pas un get, c'est plutôt un post. Lorsqu'on cherche à insérer, on cherche juste à envoyer les données sous format JSON vers la base de données. Mais lorsqu'on cherche à récupérer, on cherche à récupérer afin de faire quelque chose. Donc, par exemple, dans notre cas-là, on a récupéré les informations qui étaient sur la base sous format JSON. Et pourquoi on les a récupérées? Bon, ça c'était juste pour tester. Réponse console.log réponse. Ça permet juste d'afficher sur la console de JavaScript. Mais également, il a fallu implémenter ce tableau qui était vide. Donc, ce tableau qui s'appelle contact avec C majuscule. C'est un tableau de contact. Donc là, il a fallu juste alimenter le tableau des contacts à partir de la réponse qu'on va récupérer à partir de l'URL. Pour afficher, bon, ça c'est pour afficher. Donc pour l'insertion, c'est plus ou moins le même principe. Donc pour l'insertion, ajouter contact. Donc vous allez retrouver plus ou moins le même principe. On a besoin d'un URL, on a besoin également d'un client HTTP. Il y a également une méthode ajouter contact. La particularité entre, ou bien la différence entre contact, afficher contact et ajouter contact, c'est que afficher contact, on va directement afficher. Alors que pour ajouter le contact, comme vous pouvez voir, donc en aucun cas on n'avait pas appelé la méthode ajouter contact au niveau du fichier TS. Pourquoi on ne l'avait pas implémenté au niveau du fichier TS? Parce que tout simplement, cette méthode il devrait être associée à un bouton. C'est après de cliquer sur le bouton ajouter qu'on devrait faire appel à la méthode ajouter contact et par interpolation. Donc on avait parlé hier des data binding. Donc lorsqu'on parle du data binding, c'est à la fois pour échanger et modifier les données entre le modèle et entre le fichier HTML. Et même pour les méthodes, donc même si une méthode est déclarée au niveau d'un fichier TS, donc on peut l'appeler au niveau du fichier HTML. Bon, premièrement, que fait la méthode ajout contact? Bon, ça c'était juste pour tester. Console.log bonjour 10.non, donc ça permettrait juste d'afficher au niveau de la console de JavaScript bonjour et le nom qu'on avait saisi. Donc là, on a déclaré une constante body. À l'intérieur, on avait travaillé avec ces paramètres qui sont là. Donc pourquoi on avait travaillé avec ces paramètres? Tout simplement, c'est comme si on travaille avec le format JSON. Parce que lorsqu'on avait implémenté le microservice, on a dit que l'objet qu'on va insérer, donc on va le mettre à l'intérieur de l'URL. Donc c'est dans request body.
Mais en plus de ça, donc on avait dit que cette méthode, il devrait consommer sous format JSON. Donc c'est pourquoi il a fallu travailler avec ce format-là. Et par la suite, au lieu de travailler avec get, donc là on met post. Bon, la différence entre get et post, premièrement get, on a besoin juste de donner l'URL. On n'a pas besoin de donner une information supplémentaire autre que l'URL. Alors que pour le post, là on cherche à insérer. Donc il faut à la fois l'URL, mais également il faudrait l'objet qu'on cherche à insérer. Alors que, contrairement à la méthode get, on n'avait pas besoin de mettre quoi que ce soit au niveau de la méthode subscribe, parce qu'on avait déjà, on va juste envoyer les informations vers le microservice. Et donc, c'est le microservice qui va s'occuper de faire tout le travail nécessaire. Alors que, du côté d'affichage, là, c'est l'inverse. On va récupérer des données et le traitement ne va pas être fait du côté du microservice. Le microservice, il va nous envoyer juste les informations sous format JSON. Et donc là, il a fallu définir que doit-on faire avec ces informations qui sont renvoyées sous format JSON. Alors que pour l'ajout, c'était l'inverse. Donc il a fallu plutôt donner des informations et ne rien demander en contrepartie. Donc on va juste donner les informations qu'on cherche à insérer. Et dans Subscribe, on n'avait pas besoin de mettre quoi que ce soit. Donc c'est le microservice qui va s'occuper de faire tout le travail nécessaire. Bon, ngInit également, donc là on n'avait pas besoin de mettre la même chose que pour l'affichage. Pour l'affichage, lorsqu'on va faire un init, bon, on a dit que c'est comme la méthode init du contrôleur, de la servlette, c'est la méthode qui devrait être sollicitée au départ. Donc là il a fallu faire appel à la méthode getContact au départ, alors qu'au niveau de ajouter contact, donc on n'avait pas besoin d'implémenter ou bien d'appeler la méthode ajouter contact à l'intérieur de la méthode ngInit, parce que tout simplement le contact il devrait être ajouté non pas au départ, non pas lors du chargement de la page, mais plutôt c'est lorsqu'on va travailler avec le fichier HTML. Bon. Là, on va essayer de jeter un codé sur le fichier HTML du composant qui permettrait d'ajouter le contact sur la base de données. Voilà, donc là, il n'y a rien de particulier. Donc c'est un formulaire avec des éléments qui sont les éléments, le nom, l'adresse, le téléphone. Bon, pourquoi on a utilisé ngModel? Donc on a dit que ngModel, ça permet de faire le lien entre le modèle, c'est-à-dire que l'objet qui est déclaré du côté du fichier TypeScript, bon, on pouvait travailler avec un objet, on pouvait travailler avec juste des variables. Et donc là, automatiquement, le nom, téléphone et l'adresse, donc il y a une sorte de data binding ou bien une sorte de correspondance à travers le ngModel. Et donc à chaque fois qu'on va écrire quelque chose ici, donc automatiquement il va la prendre comme étant le nom. Et on bas sur le bouton, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, donc automatiquement il devrait appeler la méthode ajouter contact. Et donc par interpolation, il va faire l'interpolation à la fois de la méthode, donc il va chercher ajouter contact, il va la retrouver sur le fichier TS. Il va également chercher la variable qui s'appelle nom, adresse, téléphone, donc il va les retrouver à l'intérieur du fichier TS. Et donc automatiquement, donc il va les embarquer à l'intérieur de l'objet qu'on avait, ou bien de la variable qu'on avait appelée body. Et automatiquement, il va les envoyer dans une requête HTTP de type avec la méthode post. Et donc automatiquement, on devrait retrouver tout ce qu'on avait écrit au niveau de la page. Bon, on a testé l'affichage. Là, on va essayer de tester l'ajout. Bon, si on cherche à ajouter un certain nom. Bon, je n'ai pas ajouté de message de confirmation, mais normalement, lorsqu'on va passer vers afficher contact, sans avoir à recharger la page, sans avoir à faire quoi que ce soit, voilà, automatiquement, on va retrouver l'information qui a été ajoutée. Premièrement, il a été ajouté sur le deuxième composant, mais il n'a pas été ajouté automatiquement, donc ça a passé plutôt par la base de données. Donc si on recharge la table de la base de données, normalement, on devrait retrouver... On a perdu la base, donc là, il faut refaire tout le travail. Donc il est où? Voilà, donc c'est le dernier qui a été ajouté. Et donc ça permet d'ajouter cet élément directement sur la base. Bon, peut-être pour améliorer, donc on peut ajouter un message qui devrait s'afficher. Également, on peut vider, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit un nom, une adresse, un téléphone, lorsqu'on clique sur Add Contact, donc il devrait l'ajouter sur la base, mais normalement on devrait vider. Donc si on cherche par exemple à vider, par interpolation, donc on a dit que le nom, c'est la variable qui est déclarée sur le fichier TS, mais également c'est le champ qui est déclaré au niveau du formulaire. Donc tout simplement, si on cherche à vider, il n'y a pas plus simple, donc il suffit de mettre 10.nom est égal à la valeur vide, 10.téléphone, de même on va le vider, et adresse,
10.adresse. Ça devrait marcher même sans le 10. Voilà, donc c'est vrai que là on est en train de mettre à zéro les variables qui sont déclarées sur le fichier TS, mais on a dit que par data binding, donc il va mettre à jour également les données du formulaire. Bon, pas besoin de réexécuter, donc on a dit que par WebSocket, donc à chaque fois qu'on est en train de modifier sur le code, les modifications on peut les retrouver directement sur l'application, sur le serveur qui est à l'écoute. Pourquoi il n'a pas vidé? Bon, déjà pour vérifier, bon, généralement on avait utilisé des console.log, donc on peut vérifier au niveau de la console JavaScript. Donc, bon, il y a le bonjour qu'on avait mis à l'intérieur, impossible de se connecter au serveur. Donc là, bon, déjà le terminal, je pense qu'il a dû être fermé. Donc là, on va le relancer. Je l'ai appelé annuaire contact, CD annuaire. Voilà, donc ngserve. Bon, pas la peine de mettre open parce qu'il est déjà ouvert. Bon, également il faut vérifier le microservice, donc il est toujours en exécution. Donc là, on va essayer de relancer. Voilà, donc bon, il a été ajouté 2 fois, pas grave. Voilà, donc lorsqu'on va cliquer, donc bonjour Karim, tout simplement parce qu'à l'intérieur du code, donc il y a un certain, voilà, console.log. Donc console.log, donc ça permet d'écrire sur la console de JavaScript. Et donc à chaque fois qu'on va vider, donc on va retrouver normalement, si on retourne vers la page, donc là on va retrouver qu'il a ajouté cet élément vers la fin. Il faut toujours avoir l'habitude, lorsque vous travaillez avec les frameworks de JavaScript, d'afficher la console. Donc ça permet en quelque sorte de servir dans la phase de test. C'est comme le cas de Java lorsqu'on travaille avec du Java. Donc on pouvait mettre des systèmes out.println, bon, même si c'est pas recommandé de le faire, même s'il n'est pas recommandé de mettre des systèmes out.println, mais plutôt de travailler avec soit des journalisations ou bien des fichiers log. Bon, la même chose au niveau de la programmation mobile avec Android, donc on peut travailler avec les log.d, log.i ou autres. Et donc la même chose, à chaque fois que vous êtes en train de tester au niveau des frameworks de JavaScript, donc vaut mieux travailler avec console.log, ça permet en quelque sorte de vérifier qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Par exemple là, lorsqu'on a pu instancier, donc ng.onInit, donc cette méthode, il nous fait penser à la méthode qu'on avait implémentée pour afficher. Donc, bon, essayons de la réexécuter. Donc là, je vais retourner vers l'accueil et je vais cliquer sur afficher. Donc lorsque j'ai cliqué sur afficher, donc il y avait une méthode qui a été sollicitée, c'est la méthode ng.onInit, dans laquelle il y avait un get. Et ce get, il permet de récupérer un tableau. Bon, pourquoi un tableau? Parce que tout simplement à l'intérieur, on a fait le mapping avec un tableau de contact. Donc c'est ce tableau qui a été affiché. Voilà, donc on a mis console.log initialisation, donc ça il l'a juste affiché. Mais également, donc il nous a affiché quelles sont les informations qui ont été échangées. Et donc ça, ce sont les informations qui ont été envoyées sous format JSON. Et par la suite, donc on a pu les récupérer et les insérer dans un tableau. Bon, pour l'insertion dans le tableau, donc on l'avait vu hier, donc c'est à travers la directive ng4. Ça permet en quelque sorte d'utiliser des boucles à l'intérieur d'un fichier HTML.